Et donc, nous, on a une collectif Soleil, on est venu vous présenter le roman Délit orageuse qui va parler d'exil, d'accueil aussi en France, et en lien avec les questions de santé. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je m'appelle Claire et je travaille à Grenoble et je suis bénévole aussi à Grenoble au sein de l'université où j'accompagne des personnes en éthique qui veulent reprendre des études. Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis autrice et travailleuse sociale. En ce moment, j'accompagne bénévolement des personnes exilées qui demandent l'asile pour des raisons de haut au sein du centre LGBT Grenoble. Bonjour, moi je m'appelle Luana, je suis médecin généraliste et actuellement je travaille dans un centre de santé communautaire et depuis que je travaille, j'ai beaucoup été amenée à voir des personnes exilées. Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis Bonjour, je m'appelle Cathy, je vais interpréter aujourd'hui pour lui en français et anglais. Vous allez me voir lui parler un petit peu, mais c'est juste pour lui traduire. Voilà, donc on va vous parler un peu plus de ce roman, qui est un roman qui a un processus d'écriture collective et un portage collectif maintenant. On va vous en parler dans la suite de cette après-midi. Ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on va vous propose, c'est de lire des extraits et puis en même temps qu'on va expliquer un peu notre démarche et ce qu'il y a dans ce livre. Donc on va commencer par un premier extrait que Mathilde va lire. C'est au début du roman. Le roman il est fait en deux parties, en tout cas deux voix qui s'entremêlent, Idrissa et Sarah. Donc là, c'est la voix d'Idrissa et il vient d'apprendre qu'il a une hématite B. Je regarde autour. Je suis dans la rue. Je ne peux pas rester comme ça. Il me faut marcher. Il y a un monstre dans mon ventre, la maladie, monstre qui dévore. J'ai les oreilles pleines des mots de la docteure. Je connais l'hépatite B et les yeux tout jaunes, celle qui court dans le sang, qui creuse le foie. On en meurt. Est-ce que je vais mourir? J'ai pas osé lui demander. J'ai un pansement rose gonflé de coton au creux du bras, dessous la piqûre de l'aiguille. Peut-être que si j'arrache le pansement, ça effacera tout. Une goutte perd. Je jette le coton dans une poubelle. Je ne vais pas me laisser abattre par la médecine des Blancs. J'ai deux jambes, deux bras, ma tête n'est pas folle, je le saurais si j'avais la maladie. Pourtant, c'est écrit sur le papier, hépatite B. Pourtant, la maladie est à l'intérieur de mon corps et je ne le savais pas. Mon corps me trompe. Je connais la maladie, je connais la blessure. Des yeux devant moi se sont fermés pour toujours. J'ai vu des bras brisés, des miens même. Barre de fer, chute dans l'eau, dans le vide, tire dans la foule. Aujourd'hui, je ne vois pas l'ennemi. Donc, comme on l'a dit, ce roman va s'articuler autour de deux personnages. Le personnage d'Elissa, qui est un jeune homme qui arrive en France, et on va découvrir ses premiers mois en France alors qu'il fait une demande d'asile. Mais aussi, on va avoir des flashbacks donc, de sa vie dans son pays d'origine en Guinée et de son parcours d'exil. Et en parallèle, on va avoir le personnage de Sarah, qui est une jeune femme qui vient de finir ses études de médecine et qui a commencé à travailler dans un centre de dépistage. Ce qu'elle pensait à l'origine être un travail un peu facile, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de suivi de patient. Finalement, elle va se rendre compte qu'elle va être confrontée à beaucoup de personnes qui arrivent et qu'on envoie dans ce centre de dépistage pour dépister des maladies telles que l'hépatite, le VIH, la tuberculose, et qui sont des personnes qui sont confrontées à des situations de précarité administrative, mais aussi d'hébergement, de santé, etc., qui va complexifier l'accès aux soins. Et donc, on va découvrir tout son parcours, à la fois quand elle découvre cette précarité-là, mais aussi comment elle, ça va l'entraîner dans une militance.
Du coup, l'idée d'écrire ce livre, ça a émergé il y a quelques années maintenant, en 2019, à un moment où moi, je travaillais dans un centre de dépistage avec une autre amie qui est médecin également, avec qui on habitait ensemble dans la même colocation, là où on a tout habité des autres quartiers. Euh, et, euh, et comme le personnage de Sarah, on a été confronté à des personnes qui venaient d'arriver en France et qui étaient dans une situation de précarité très importante du fait de la situation dans laquelle on était, parce qu'ils n'avaient pas encore de sécurité sociale, parce qu'elles venaient de régularité, pas d'hébergement et pas de papier, du coup, parce qu'elles étaient encore dans les démarches. Et notamment, on a accompagné certaines familles qui étaient à la rue. Et les enfants en bas âge, l'hiver arrivait, donc on a essayé de trouver des moyens pour trouver des hébergements, parce que soigner des gens qui n'ont pas de logement, c'est compliqué. Et pour ça, on a cherché à le faire à travers le droit commun, mais pas de place. Du coup, on s'est tourné vers les associations et pas trop de place non plus. Mais il y avait quand même une asso qui a accepté de mettre à disposition un appartement si on arrivait nous-mêmes à trouver les financements. Et du coup, pour ça, il a fallu qu'on fasse un appel redondant sur Internet. Et nous, ça nous a fait du bien de pouvoir déjà témoigner de ce qu'on voyait tous les jours, de pouvoir échanger avec des personnes qui n'étaient pas forcément confrontées aux mêmes réalités que nous. Et du coup, de là, on s'est dit, peut-être qu'il faudrait qu'on aille plus loin, pourquoi pas écrire un livre pour témoigner de ce dont on voyait tous les jours. Et du coup, pour créer le personnage, on a demandé à Mathilde, qui était dans cette colocation à ce moment-là, comme elle est autrice, elle ne pouvait pas débuter cette aventure avec nous, et donc elle a tout de suite accepté. Et on a réfléchi à la trame de l'histoire ensemble, puis on a demandé à des amis de témoigner. Donc moi et Valentine, on a témoigné pour le personnage de Sarah, et 3 personnes, dont qui est ici, ont témoigné pour le personnage d'Idrissa. Et à travers ces témoignages, Mathilde, après, les a remodifiés pour créer ces personnages et pour créer l'histoire. Une fois qu'elle a écrit la première version du livre, l'autre médecin a décidé de quitter le collectif. Et du coup, on a voulu garder quelque chose de collectif autour de ce livre. Donc, on a proposé à des personnes de participer à la relecture. Donc là, on s'est retrouvés pendant 6 mois, toutes les 2 semaines, avec des personnes qui avaient soit vécu l'exil, soit qui accompagnaient les personnes qui avaient vécu l'exil. On lisait des pages et puis on proposait telle modification. Et au bout des 6 mois, on arrivait avec la version finale, qui est la 2e version du livre. Et suite à ça, on a réussi à trouver une maison d'édition qui s'appelle Le Monde à l'envers, qui est une maison d'édition de Grenoble, parce que nous, on est de Grenoble, qui est aussi un collectif et qui a accepté de nous publier. Et en plus du livre, on a voulu mettre à disposition d'autres moyens, parce que la lecture, c'est pas forcément accessible pour tout le monde, soit parce qu'on n'aime pas lire, on n'arrive pas bien à lire, ou parce qu'on ne parle pas le français. Et du coup, on a décidé de faire une exposition où il y a différents artistes qui ont choisi des extraits du livre. Tous les artistes ont un lien de près ou de loin avec l'exil et qui ont fait des œuvres. Du coup, vous pouvez les voir, elles sont dans le couloir. Et Kémo, qui est ici, a aussi fait une affiche. Yes, for me, I enjoyed the collective like 4-5 days ago, because I think it's very important to be part of the collective to explain my own part of story so that many people can understand and they can think about it, because they don't know the reality of the most of the immigrants what they pass through when they come to Europe. Alors, je fais partie du groupe depuis 4 ou 5 années. C'était très important pour moi de joindre ce collectif. Pour moi, c'était par rapport à raconter mon histoire à des personnes qui n'ont pas la connaissance de ce type de contexte et qui ne connaissaient pas la réalité des migrants, ni la réalité des personnes qui traversent d'un pays à l'autre. To make it short, I start my journey from Gambia to Libya, from Italy. But Italy became like some difficulties because we are sleeping outside for some time, and finally we decided to go to France. Pour le faire court, je fais un parcours qui a commencé en Gambie, à passer par la Libye et l'Italie,
Et en Italie, on a eu quelques problèmes parce qu'on devait dormir à l'extérieur. Et après, on est arrivé en France. And when we decided to go to France, we come to the border, but then we discovered that we need to pass through the mountain, and for me it was a difficult thing because climb on the big mountains to come down, I think it's not possible. But later we tried to pass some friends explained to us that we need to pass through the border to not to be cut by police. Alors, une fois en France, je suis qu'on devait passer la frontière, mais ça devait être à travers la montagne. Pour moi, c'était un grand défi. Je pensais pas que c'était possible de monter aussi haut et après descendre. On a dû demander de l'aide à quelques amis pour leur demander notamment comment passer la frontière sans être prise par la police. During this day, we tried like 3 times to cross the border. At first, we tried by walking ahead to the police and they take us and they deported us back to Italy. And then we tried again to pass through London and we are deported back to Italy. And at night, we tried to take a walk through the snow to pass through the border. It was a very difficult situation for us, and I think it's important to explain those some stories. Alors, on a essayé au moins 3 fois de croiser la frontière. En première, on a essayé de marcher direct, mais la police nous a pris et on s'est retrouvés de retour en Italie. La deuxième fois, on a essayé de passer par la montagne, mais encore une fois, on s'est retrouvés en Italie. Et la troisième fois, on a marché la nuit à travers la neige pour croiser la frontière. C'était très difficile pour nous. Et moi, je pense que c'est important de raconter cette histoire aux autres. Yes, because we walked in the snow for like 1 or 2 hours in order to try to find a better life in France. And during this time, like we walk up and when like the snow should come like 2 hours in the middle of our race, we try to see that okay, we have to go direction and we go down again to try. It was a very difficult moment, and at one point we need to lie down to scroll so that we'll avoid police to catch us. Alors, on a marché en traversant la neige pendant 1 ou 2 heures pour pouvoir arriver en France. À un moment donné, on devait vraiment monter, c'était très difficile. Et à un autre moment, on avait la neige qui montait jusqu'à cette hauteur de notre corps. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas dans la bonne direction, c'était un peu problématique. Et à un moment donné aussi, on a dû vraiment se mettre par terre, même pas marcher, et se déplacer par terre, un peu comme un serpent, pour que la police ne nous trouve pas, ne nous voit pas. So that's how we do this scrolling, and when we make it to like some guidelines on the road where we try to ask them like wanted to go to France and they just direct us, and then we try to walk through the mountains, and when we had a noise of the people, we try to find because we are always afraid that we will be police on the road. Alors, c'est de cette manière qu'on a réussi à joindre la France. C'était vraiment avec beaucoup de défis, en se mettant par terre, en avançant comme ça. À un moment donné, on a trouvé un mec auquel on a pu faire quelques questions pour demander comment arriver en France. Après, on a dû continuer par la montagne et vraiment bien se cacher pour ne pas être trouvé par la police. C'était ce qu'on craignait le plus. The worst part of it was that we didn't have a lot of good materials to walk in the snow, and on arrival in Briançon at night, they have to do what they call have to put our feet in order to be walk because it was freezing and
Alcune delle sue qui è progress which is like taken for some time before we could walk very J'aurais juste une question. Alors, personne n'avait des bons matériaux pour marcher dans la neige. Et une fois qu'on a réussi à arriver en territoire français, à Briançon, on a trouvé de l'aide et on a pu mettre les pieds dans de l'eau chaude ou tiède. Parce que vraiment, nos pieds étaient sur le point de geler, ils avaient trop froid. Je me rappelle du cas de quelques mecs guinéens qui vraiment avaient des problèmes jusqu'aux jambes et ils ont dû le prendre parce qu'ils avaient quelques problèmes à cause précisément du froid. Je vais vous lire un second extrait qui se passe aussi assez au début du livre. Là, on va découvrir le personnage de Sarah lorsqu'elle... Donc là, ça fait quelques semaines qu'elle travaille dans le centre de dépistage. La vie de Sarah tourne autour du centre de santé. Coup de fil entre les consultations pour trouver un hébergement. Courrier adressé à des confrères, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Chaque pas de plus révèle son lot d'injustice, de précarité, d'aberrations administratives, de racisme, de rejet, de rage. Un jour, on frappe à la porte. C'est Myriam. Ton patient, c'est le gars dont tu m'as parlé il y a quelques jours? Il est enfin revenu? Oui, il avait oublié le rendez-vous. Il avait l'air complètement perdu tout à l'heure. Il ne savait même plus où il habitait. J'ai dû regarder sur son récépissé. T'imagines? Tu m'étonnes qu'il ne soit pas venu au rendez-vous l'autre jour. Complètement à l'ouest. Et il habite où? Ah, elle fait là. Évidemment, c'est l'adresse de la SPADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. S'il ne t'a pas donné son adresse, c'est peut-être une crèche de Loire et qu'il n'a pas osé te le dire. T'es sérieuse? Mais bordel, il pouvait pas lui dire qu'il dormait dehors? Elle revoit Idrissa. Sa colère tout étirée, propre pourtant. Le volo qui dépassait, les cheveux soigneusement coupés, le visage bien rasé. Faire illusion. Ne pas dire le froid, l'inconfort. Ne pas dire la fatigue de n'avoir nulle part où se reposer. Elle revoit les autres aussi. Cette minuscule femme, avec son foulard sur la tête et son envie de bien faire. Spada. Monsieur Hamad Boutrafida. Spada. Blessing. Spada. Madame et Monsieur Diallo. Spada. D'autres encore, qu'elle avait en consultation, qui se sont assis devant elle, bien droit sur le fauteuil. Ils ont répondu à ses questions, poliment, du mieux possible, avant de rejoindre un bout de kaki ou une tente, de resserrer leur veste ou leur pull contre eux. La colère l'embrase, les envies de gueuler très fort. Les jours suivants, elle ne peut pas s'empêcher de se demander, à chaque fois qu'un patient s'assoit devant elle, où ira-t-il lorsque la nuit tombera? Merci. Moi, je vais vous parler plutôt de l'aspect littéraire, de la raison pour laquelle on a choisi le roman. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte dans les deux extraits qu'on a vus, il y a le personnage d'Elissa qui est présenté en je, la première personne du singulier, et le personnage de Sarah qui est en elle, troisième personne du singulier. Donc c'était assez important, ça a été assez central dans votre livre, dans votre envie en tout cas, de dire que vous voulez que ce soit le personnage d'Elissa qui soit présenté comme le plus important. Parce que moi, j'ai été à Briançon et je vois que souvent on survalorise les personnes qui accompagnent les exilés. C'est sûr que c'est trop chouette, hein. C'est hyper important de le faire, mais que du coup on sous-valorise l'expérience des personnes exilées et qu'en plus on voulait développer l'identification ou en tout cas l'empathie et c'est plus facile d'être en résonance avec Sarah qui est une personne blanche qui accompagne donc qui correspond plus, en plus c'est une femme, donc elle correspond plus à mon expérience, alors que Elissa c'est un homme racisé, exilé. Et mais politiquement, moi, ça me posait pas mal de questions d'écrire
en jeune, à la place d'un homme racisé. Et du coup, ça, on a vraiment, enfin, moi, ça a vraiment été un long questionnement, mais je voyais pas d'autre manière de faire. Du coup, finalement, j'ai pris la décision d'écrire en jeune et le collectif m'a suivi. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est très important le fait qu'il y a eu des personnes exilées dans le collectif de relecture, parce que ça a donné une vraie justesse au personnage, je dirais ça. Que ce soit les copains qui ont donné leur témoignage ou ceux qui nous ont aidés à travailler le texte, c'est vraiment grâce à eux que le personnage d'Elsa il existe. Et pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un travail très chouette de faire ensemble, parce que, enfin, on a choisi d'écrire en roman parce que on aurait pu écrire un récit de témoignage, mais ça nous semblait, en tout cas moi déjà je sais pas écrire d'autres choses que des romans, donc c'était un peu, ça aurait été compliqué, mais surtout c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de travailler sur les imaginaires pour développer l'identification, pour développer de l'empathie. Et notre but, c'était vraiment d'écrire pour ceux qui connaissent pas grand-chose à l'exil et qui, du coup, imaginent les migrants comme en gros groupe de personnes. Parce que c'est vrai que on présente les migrants comme une entité homogène qui, en plus en plus, est associée à de la délinquance. Et c'est Alice Zenniter qui parle de ça dans un roman, en une conférence qu'il a donnée qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». Elle dit qu'on a l'impression que notre monde, c'est un monde unifié, mais que c'est en fait des sous-mondes qui se connaissent pas. Et que la fiction, elle permet de faire des ponts entre ces mondes-là. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on voulait faire avec ce roman. Parce que, en tout cas, moi, en tant qu'autrice, je suis persuadée que en changeant nos imaginaires, on peut arriver à changer nos actions, parce que c'est vraiment le discours qu'on a sur les choses qui oriente la manière dont on agit face à elles. Et alors que les exilés sont présentés comme un grand groupe, nous, on voulait montrer comment c'est des destinées individuelles, comment en fait, c'est pas les migrants, mais il y a Abdoulaye, il y a Destin, Ilka, Irissa, Cynthia, et que tous ces personnages-là, ils ont des motivations propres, ils ont des existences propres. Et c'est pour ça que pour nous, écrire du point de vue d'Idrissa, c'était rendre visible sa cohérence interne. Et puis, ce livre, on a essayé aussi maximum de raconter des histoires qui soient le moins racistes, sexistes et homophobes possible. Et le travail de la relecture a été hyper important. On avait Mandy dans le groupe, qui est une personne clignette, et qui du coup m'a aidé moi à voir des endroits où il y avait des postures racistes qui affleuraient dans l'écriture, et les nommer et pouvoir les retravailler. Et ça, j'en suis infiniment reconnaissante. C'était pas facile. Je savais un peu les fesses avant les séances, mais ça a vraiment, en tout cas moi intérieurement, ça m'a permis de travailler sur mes imaginaires. Et puis c'était important effectivement de faire ce travail. Alors après, il est pas parfait ce bouquin, mais en tout cas on a fait de notre mieux. Et puis aussi sur la question donc ça c'était vraiment l'aspect que je portais plutôt moi, et Riwa aussi avait une attention vu que c'est fictionnel, on a pu utiliser beaucoup de matériaux de consultation, mais pour protéger les personnes, soit qui nous avaient donné leur témoignage, soit qui avaient participé aux consultations, on avait besoin de recréer du fictif pour qu'elles soient anonymisées. Et du coup ça, parce qu'il y a secret médical dans la santé, et du coup c'est important que personne ne puisse être identifié. Je vais vous lire un nouvel extrait. Cette fois-ci, on avance un peu dans l'histoire. On va revenir au personnage d'Elsa, qui, pour le coup, est déjà en France depuis quelques semaines à quelques mois et toujours dans ses démarches. J'attends toujours, jusqu'à user le goût de la patience. Attendre pour la CMC, la complémentaire santé. La l'Italie, le papier qui dit procédure normale. Attendre que la journée passe. Parfois, ça flambe à l'intérieur et j'ai envie de secouer la vie, de remplir la boîte aux lettres avec tout ce que j'attends.
J'attends le bus, mon tour à la préfecture à Lyon. J'attends pour la soupe populaire, que les téléphones chargent, que la douche se libère. Je suis allée voir Ibrahima. Il connaît tout ici. Il est vieux, il est sage. Je suis allée vers lui. C'était une bonne idée. Il a dit. Tu sais, c'est le papier. Les Français, ils aiment trop les papiers. Tu peux pas faire. C'est bon, c'est rien. Un des autres objectifs du livre, c'était de pouvoir montrer l'impact qu'ont les lois sur la vie quotidienne des personnes exilées. Parce qu'il y a plein de lois qui sont débattues tous les 2-3 ans, encore une maintenant, on va bientôt les rediscuter. Mais en fait, on oublie souvent que derrière ces lois, il y a des personnes qui sont impactées dans leur quotidien. Et notamment, en 2019, il y a eu des modifications par rapport à la CMUC qui s'appelle maintenant C2S, qui est la couverture médicale pour les personnes qui ont un revenu inférieur à 900 €. Donc, c'est ce qui est proposé aux personnes qui sont en demande d'asile. Et auparavant, on pouvait faire la demande en même temps que la demande d'asile. Et dans les faits, les procès, ça prend à peu près 2-3 mois pour l'avoir, ce qui fait qu'en 2-3 mois, on pouvait avoir accès à ça. En 2019, ça a été décidé de décaler, qu'il faut attendre 3 mois après avoir fait la demande d'asile pour pouvoir faire la demande de CMV. Du coup, ce qui fait que ça retarde en effet à 5 à 6 mois. Et ça se voit dans le livre, le fait que les personnes qui viennent faire des dépistages, en fait, on peut rien faire d'autre que les dépistages. Les dépistages sont pris en charge, même s'il y a d'autres problématiques de santé. En fait, on ne peut pas les traiter, on ne peut pas faire d'ordonnance, on ne peut pas les envoyer au laboratoire, on ne peut pas faire d'imagerie. Voilà, il faut aller dans des services spécifiques, comme la PAS, la permanence d'accès aux soins, qui est spécifiquement pour les personnes qui n'ont pas de sécurité sociale. Et tout ça, ça complexifie la vie et des personnes qui l'accompagnent et des personnes exilées. Et notamment, il y a eu aussi des modifications dans cette même loi par rapport à l'ADA, l'allocation de demandeurs d'asile dans Paris. And after passing through this kind of experience, the more time we face uncertainty that we don't expect that we see that one. That is, I asked for the asylum. It is unknown about giving a legal procedure that I stayed for like 9 to 10 months before giving the normal procedures. Alors, après avoir passé la montagne, je fais face à une autre réalité. J'ai dû commencer les papiers pour chercher l'asile et je suis tombée sur une deuxième procédure où j'ai dû attendre 9 à 10 mois pour passer à la prochaine étape. Then I was given the normal procedure speak. I write my story to Ofra and I went for an interview. I was given a negative and I have to write the story again before going to send to Zambia, and the same thing happened again, and that's how the situation is I'm living at the moment. Pardon. Alors, je suis tombée sur la procédure normale où j'ai dû raconter mon histoire à l'OFPRA. J'ai dû aller faire un entretien où je devais raconter toute mon histoire. Cette demande a été rejetée. Alors, j'ai dû aller après à la CNDA, qui c'est la Cour nationale du droit d'asile. Juste pour information de l'OFPRA, c'est l'Office français des réfugiés qui se recrutent. Later this same year in 2019, there's another law also they passed, because at the beginning when I asked for the asylum, they normally give us a card where every month we can get like 400 euros or 440. But later in 2019, November 5th, they changed the law that nobody should have the money cash. We need to go and buy foodstuffs from the card, but we are not allowed to receive cash money. Alors, ce qui se passe à la fin de l'année 2019, c'est que avant, quand j'avais demandé l'asile, on m'avait donné une carte.
dans laquelle j'avais le droit de retirer de l'argent en espèces. J'avais le droit à 400 ou 440 euros plus ou moins. Mais après les 5 novembre, il y a eu un grand changement parce qu'on n'avait plus le droit de retirer des espèces, mais on devait aller acheter de la nourriture. Du coup, on n'avait plus d'espèces, plus du tout. This was a typical moment for us because at first we don't think that it's true, but when we tried to go and take some money, it was not possible. And the only solution we think then was to go to the supermarket and ask people for help that they don't use our card to buy some foodstuffs, and then they give us the money in cash. But we was a very difficult situation because those people also they cannot just take our card to buy spend like 400 euros because it is not that they wanted. And at one point, some will think like we are just there for begging. It was normally some people go to stand in front of the supermarkets to ask for help, and then they try to give us some money, and we feel like it was a disgrace for us, and we need to go back home in the squad to see the people that normally come to help us. What is the next step for us to do? Alors, au début, c'était vraiment un problème, c'était vraiment une surprise pour nous. On ne croyait pas que ça allait être vrai, en fait, qu'on n'allait plus avoir d'espèces. Mais après, c'était vrai, on ne pouvait plus retirer de l'argent du tout. Alors, on a dû commencer à aller au supermarché et demander de l'aide aux gens. Parfois, on pouvait demander est-ce que tu pourrais acheter de la nourriture avec ma carte pour me donner des espèces, s'il te plaît. Mais c'était très difficile parce que qui va aller dépenser 400 euros au supermarché et parfois aussi les gens tout simplement ne voulaient pas. Et ça est arrivé aussi que les gens pensent qu'on est en train de juste demander de l'argent au supermarché et qui nous donnent de l'argent comme une sorte de charité. C'est qui a été vraiment pénible pour nous et une fois qu'on revenait à la maison, on était vraiment mal. Et du coup, on s'est demandé quelle serait la prochaine étape. And there's another source also like tobacco. If you go there to like buy a cigarette for like 10 euro or 10 euro 50 cents, they will say no, it's not possible. Above 15 euro or 20 euro, you can buy something, but less than 10 euro, you cannot buy something. We feel like it's not a good thing because if they ask you to buy something from the car, it's allowed to buy any amount you want to buy from the car, because if you go to the supermarket, you buy something like 1 or 2 euros, they will allow you to buy, but if you go to the tobacco shop, they will say no, above 15 or 20 you can buy, but less than that you cannot buy. I think this is not fair to us, and we face the challenges until today we are still existing. Par rapport aux différents types de marchés, on avait aussi les tabacs, les endroits là où on achète des cigarettes, et qui normalement on pouvait acheter à 10,50 €. Et en fait, ils disaient que non, on ne pouvait pas acheter pour moins de 15 € ou 20 €. Et pour nous, c'était pas bon du tout. On devait demander encore. Et c'était pas bon parce qu'en fait, au supermarché, on pouvait payer 1 ou 2 € et c'était bon. Mais dans les tabacs, non, pas du tout. Il exigeait qu'on achète plus de 15 ou 20 €. Et je trouve que ça ne fait pas du tout juste. Et cette mesure, en fait, elle existe encore aujourd'hui. Nous, on a vraiment l'impression que ces lois, elles sont faites pour complexifier la vie des personnes exilées dans l'idée qu'elles partiraient alors qu'avec cette idée qu'il existe un appel d'air. En fait, les personnes, elles ne savent même pas qu'est-ce qui se passe en France quand elles arrivent, comment on témoigne, comment on témoigne pas. Donc, ces mesures ne changent rien. Les personnes, elles resteront là, mais avec des trucs plus difficiles. Et on est notamment très inquiet par rapport à la loi asile-immigration qui va être bientôt débattue. Il a dans l'idée de pouvoir expulser plus facilement des personnes qui ont des OQTF. Et c'est des choses qu'on voit déjà, mais c'est juste que cette loi, elle va rendre plus simple. En tout cas, l'année dernière, moi, j'ai pu accompagner un patient qui avait
une maladie psychiatrique. J'avais dû être hospitalisée sous contrainte du fait de sa maladie. À ce moment-là, elle était en situation irrégulière. Donc, pour faire hospitaliser sous contrainte, il faut qu'on fasse. Il y a différents moyens, mais ça peut être fait sous demande d'un représentant de l'État. Le représentant de l'État dans une ville, c'est le préfet. Et comme cette personne vivait en collectivité, c'était pas celui-là qu'il fallait faire pour pouvoir l'hospitaliser. Ce monsieur, il a été hospitalisé, il est resté 2 mois à l'hôpital, ce qui a permis d'améliorer sa santé mentale, et jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, ça va vraiment mieux sur ce côté-là. Par contre, il a reçu une OQTF qui lui a été délivrée dans le service de l'hôpital. Ce qui veut dire que la préfecture a fait le lien entre le fait qu'il avait hospitalisé sous contrainte, qu'il était en situation irrégulière, et lui a envoyé l'OQTF dans l'hôpital, alors que ce monsieur, il a une adresse, il a une lieu de signation, ça n'a pas été envoyé chez lui. Et donc, entre le moment où il a reçu le courrier, où il nous a informé, il nous restait plus que 7 jours pour pouvoir faire un recours. Heureusement qu'on a pu faire un recours et depuis, il a une demande de titre de séjour étranger malade. Et ce monsieur, aujourd'hui, il a un titre de séjour, mais ça montre jusqu'à où, en tout cas, on peut aller pour voir ces personnes. Et il y a aussi l'histoire de l'AME qui va être discutée actuellement, qui est aussi une source d'inquiétude, en tout cas, très importante pour nous qui sommes soignants. C'est que l'idée, c'est de faire qu'il y ait moins de choses qui soient remboursées par l'AME, ou peut-être même de faire qu'il y ait un reste à charge. On sait très bien que s'il y a un reste à charge, les personnes ne viendront pas consulter, parce qu'elles n'ont pas les moyens, et donc leur santé va se dégrader et elles finiront aux urgences avec des maladies plus graves. Et dans le fait de réduire le coût de soins, là, dans ce qui est discuté, c'est de pouvoir être pris en charge pour des urgences, pour des douleurs aiguës, pour la grossesse et pour la vaccination. Mais par contre, pour tout ce qui est des maladies chroniques, c'est pas pris temps. Donc nous, on va pas faire le tri, on va vous payer pour ça, donc on va vous payer, pour ça, on va vous payer. Ça me semble vraiment pas tenable et en termes de santé publique, non. Je vais vous lire un autre extrait qui est de la partie de Sarah. C'est au début de son expérience de médecin. Un message sur le chat. Une patiente vient d'arriver. Je sais que tu es censé avoir fini, mais peux-tu quand même la recevoir? Sarah fait bonne figure, résolue à compter cette interruption dans ses heures supplémentaires. Bonjour madame, moi papa est français, Blessing Osaheni, nigérien. La femme qui lui fait face est fine comme une brindille dans son jean déchiré au genou. Son t-shirt semble emprunté au rayon enfant. Elle a une voix grave pourtant, ses cheveux défrisés sont plaqués en une queue de cheval. Sarah reprend en anglais. Moi, c'est Sarah Lafoudou. Je suis médecin ici. Qu'est-ce qui vous amène? Je suis venue pour faire un test de grossesse. Ah, très bien, bafoue la médecin. Pas très sûr que ça fasse partie de ses attributions. Je peux vous envoyer au planning familial. Je ne veux pas le planning, je veux faire un test de grossesse. Sarah soupire. Elle décide de calmer le jeu. D'accord. De quand datent vos dernières règles? 2 semaines, lâche Blessing. C'est beaucoup trop tôt pour un test. Ah, c'est trop tôt. Et si moi je dis que je sais? Je suis une femme quand même, je connais mon corps. Je sais qu'il y a un bébé dedans, un bébé qui sera mon enfant, mon trésor. Parce que vous voudriez le garder? Sarah n'a pas pu retenir une note d'incrédulité dans sa voix. Elle tente de compenser par un gentil sourire, espère que sa patiente ne le reprendra pas comme une marque d'ironie. Apparemment si. Et pourquoi je ne voudrais pas le garder? Parce que je suis noire, parce que je suis réfugiée, parce que je suis nigériane. Qui dit nigériane dit pute, c'est ça? Non, pas du tout, balbutie Sarah. C'est juste que, parce que si j'étais une pute, je ne pourrais pas avoir d'enfants, parce que je les ai crus lorsqu'ils m'ont promis le roi, un travail assuré et la respectabilité, je ne suis bonne qu'à faire le trottoir. Mais moi, je serais une bonne mère, la meilleure mère du monde. Mais madame, avoir un enfant dans ces conditions. Quoi ces conditions? Cette fois, Blessing est franchement furieuse. Quoi ces conditions? Mais c'est ma vie ces conditions et moi, je veux un enfant. Par le personnel de Sarah, on voulait aussi parler de la posture militante, de la posture d'accompagnement qu'on peut avoir quand on accompagne des personnes en demande d'exil et questionner sur cette posture-là.
À travers ce personnage, donc on va voir son évolution. Sarah, elle va se battre contre les situations qu'elle rencontre, mais elle va souvent se battre seule, contre le vent, si on peut dire. Et nous, c'est quelque chose qu'on voulait porter d'avoir plutôt un partage collectif de ces questions-là, de se battre à plusieurs, pour nous, c'est très important, c'est pour ça qu'on est là à plusieurs et qu'on est un collectif. Et donc, pour nous, c'était aussi cet livre est aussi un outil d'entraide militante de pouvoir réfléchir à plusieurs à cette question-là et comment on fait pour accompagner, comment on fait pour avoir une posture juste quand on accompagne. Là, vous avez plein d'expériences, ce n'est pas le cas, mais elle va apprendre. Nous aussi, on a fait des erreurs, nous aussi, on apprend au quotidien, systématiquement, il faut qu'on apprenne. Et c'est aussi à travers ce livre qu'on essaye d'apprendre de sketcher. C'est éteint. On aurait encore un peu de Euh, Pour nous, c'était vraiment aussi l'idée de partager notre vécu. Alors là, je parle en tant que personne française ou personne blanche qui accompagne. Aussi parce que ce qu'on vit au quotidien, les difficultés auxquelles on fait, auxquelles je vois que les personnes passent, c'est des choses qui nous invitent. On a vraiment le besoin de soulever cette indignation-là et d'avoir comme je Moi, je crois que c'est vos questions qui m'intéressent. Alors, peut-être qu'on peut commencer par l'échange. Vous avez des questions? On a un micro, merci. Alors, la première est toujours difficile, donc soit on passe tout de suite à la deuxième, vous n'avez pas de problème. Voilà. C'est la première ou la deuxième, du coup? Oui, c'était pour savoir quand est-ce que j'étais allé à l'orientation et j'étais allé voir le panneau qui avait ouvert dernièrement. Did you go to Pado? The place in Benson, the last time the place that's open was something. You've been there? Just got it. Yes. When was the last time you went to Benson and have you been to this new place? I think I was in Brian for like 3-4 months ago, but I've been to this place. But for me, I prefer where the refuge was before. That was close to the train station. The idea of taking it from there to the new places, I think I'm against that idea because in this place, this new place is difficult for migrants to go there and it's close to the border. But there in the city is very important for us because there we feel like we can get protection from a lot of the people in the area. But there, we could be easily taken by police where nobody will know where about. Just recently, like 1 month ago, there was a big control in the reaction with some of my friends happened to be a victim of that until they are arrested, taken to close, and it's a big disturbing at the moment. Ça va tous, tout près? Yeah, close, yeah, arrested and Where first? no, arrested, they also, What is it? yeah, In prison? in a prison, when he was released by, it was, they took some players to buy his year off. Je traduis le pied. It was better before we were scored by Ils sont régulièrement. Alors, la dernière fois que je suis allée à Briançon, ça fait 3 ou 4 mois. J'avais été auparavant, mais la dernière fois, c'était il y a 3 mois. Et alors, il y avait 2 endroits différents. Je trouve que le nouvel endroit est plus dangereux. C'était mieux avant. Parce que je pense que une fois qu'ils ont monté vers le nouveau endroit, c'était plus difficile pour les migrants d'y arriver. Et je sens que c'est moins protégé aussi. Et d'un autre part, quand on était une fois qu'on est dans le centre-ville de Briançon, c'est plus facile en fait de trouver de l'aide des gens. Et c'est plus facile de contacter les gens de l'endroit en fait. Et il y a peu de temps, en fait, il y a eu
grand contrôle. Et j'ai eu quelques amis qui ont été emprisonnés et qui ont été amenés à Toulouse pour être dans la prison. Et puis ils ont discuté si c'était bien Toulouse et si c'était bien Toulouse. Ouais. On a discuté parce que c'est très bizarre qu'ils aient été envoyés à Toulouse. Normalement, Briançon, c'est dans la zone frontière. Il y a 10 km avant et 10 km après la frontière, ça s'appelle la zone tampon, où les lois à la frontière s'appliquent. Et Briançon, c'est à 9 km 5. Et normalement, quand on est à Briançon, on est renvoyé, s'il y avait un problème, on est renvoyé en Italie. Ce qui est quand même moins pire que d'être envoyé dans des centres de rétention administrative. Parce que c'est possible de repasser dans les CRA, les centres de rétention administrative, on peut y rester jusqu'à 90 jours. Voilà. Est-ce qu'il y a la deuxième question? Juste pas une deuxième question? Non, le bateau, il y a pas longtemps. En fait, Pa et moi, on était à Briançon ensemble. Et on était c'était l'ancien refuge, donc dans la ville basse, donc on n'avait pas. Et nous, on était tous les deux présents dans le squat qui s'appelle chez Marcel, qui est pas très loin. Monsieur nous parlait de l'histoire qu'il a nous raconté, et il me semble que c'est une partie hyper importante pour les gens qui veulent un statut de réfugié. Et il me semble que ça dépend aussi des personnes qui écoutent cette histoire. Donc, c'est très important, les éléments qui sont donnés, parce que une des grandes questions des gens qui disent on ne peut pas recevoir un interventeur, c'est pourquoi ils parlent de leur pays. Et c'est souvent ça, des pays dont on ne connaît pas grand-chose, on peut dire, oui, bon, on a des envies, on ne connaît pas la géopolitique, les dangers que encourent les gens, on ne peut pas s'imaginer pourquoi on part comme ça. Et il me semble que ce qui est important, c'est les gens qui les aident à écrire l'histoire. Et comment ça, dans votre collectif, est-ce qu'il y a des gens qui ont ce point-là? Alors, peut-être juste, je pourrais pas en fait en tout cas quelque chose. Une des dangers de la nouvelle loi, c'est que, donc, à l'OFPRA, il y a vraiment une personne qui écoute l'officier de protection, pour le moment, la CNDA, donc, National de défense d'asile, il y en a 3, dont un qui est censé être spécialisé du pays. Et là, que ce soit pour des raisons de pseudo-décentralisation, ils veulent qu'il n'y ait plus qu'une personne qui joue la CNDA. Et ça, pour nous, ça nous semble quelque chose de compliqué. Oui, alors oui, dans le collectif, nous, on ne fait pas d'accompagnement au FRA du tout. Les personnes qui sont dans le collectif, soit ont déjà des papiers, soit sont sans papier, et soit ont en statut de réfugié. Mais ouais, en tout cas, je ne fais pas les accompagnements. Moi, par contre, j'accompagne des personnes pour les préparations à l'OFPRA et la CNDA. Et oui, ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est de voir que nous, c'est que des personnes qui vont pour raisons LGBT. Du coup, ce qui est difficile, c'est de me rendre compte que les personnes qui vont l'avoir, qui auront le papier, c'est les personnes qui arrivent à rentrer dans le cadre donné par l'OFPRA. Et ce cadre-là, il faut connaître la date d'anniversaire de sa conjointe. En fait, dans les pays d'Afrique, c'est pas si important l'anniversaire. Il faut être capable de parler de son traumatisme avec l'émotion, mais pas trop, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment traumatisé. Il faut être très clair sur toutes les dates. Et en fait, moi, ce qui me rend triste, c'est que les personnes qui vont, c'est des personnes qui, socialement, ont appris à rentrer dans un cadre de pensée donnée et qui ne sont pas trop traumatisées, parce que sinon, elles n'arrivent pas à en parler. Et c'est très compliqué, les critères sont pas les bons. Et en même temps, dès qu'on est homosexuel, moi je vous souhaite bien lâcher du courage. Il y a d'autres questions? Il y a un moment assez émouvant dans le livre et en même temps assez dur, où Sarah se rend compte qu'elle devient presque trop impliquée, et qu'en fait sa vie entière va
est en train d'être impactée. Et de ses collègues dit qu'elle ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout, qu'elle ne va pas pouvoir sauver tout le monde. Un certain point de vue, ce qui est à la fois très dur à entendre et en même temps c'est vrai. Comment, en quel état la santé mentale des personnes qui accompagnent globalement? Est-ce qu'il y a de l'entraide entre elles? Et comment, alors on a eu une partie de la réponse, le collectif et le soutien peut aider, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de s'entourer quand on a des incapacités comme ça? Ben, tout à fait. Le collectif, c'est vraiment fondamental. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on porte et ce que nous, on pense. Que ce soit pour les personnes dont c'est le métier, c'est les soignants, mais aussi les travailleurs sociaux, etc. Souvent, dans le travail social, il y a de l'analyse de la pratique. C'est un moment où on échange sur les situations, c'est un moment qui est vraiment important. Mais bénévolement aussi, c'est important de rejoindre des associations, des collectifs, et de prendre ce temps dans les associations et les collectifs pour en parler. Parce que souvent, on est confronté à des chocs, comme le passage qu'on a eu, où elle découvre que, en fait, une partie de ses patients sont à la rue et qu'elle n'en est absolument pas consciente jusqu'à présent. Ça, ce sont un exemple, mais il y a toutes sortes de petits chocs qu'on vit, qu'on découvre au fur et à mesure et qu'il est important de partager. Ensuite, il y a aussi une importance à garder aussi des espaces dans sa vie en dehors de ces questions-là, des espaces de ressources. Il y a d'autres aspects qu'on n'a pas lus, mais où elle va passer du temps avec des amis pour ne se préoccupe pas du tout de cette question-là, où elle va faire un pique-nique, l'escalade, j'en sais rien, des choses comme ça. Ça aussi, ce sont des moments importants qui permettent de se ressourcer. Nous, ça nous fait du bien, en tout cas, d'être ensemble et de pouvoir discuter ensemble de toutes les situations qu'on rencontre. Mais ça nous fait du bien aussi d'être avec d'autres amis, d'autres personnes, pour parler d'autres choses. À certains moments, et c'est pas toujours facile parce que des fois ça nous envahit. Mais enfin, voilà. Nous, c'est important d'essayer de trouver ces espaces. Et en tout cas, effectivement, c'est important de trouver ces espaces. Et je dirais que nous, on a la chance de pouvoir trouver ces espaces parce qu'en fait, pour le coup, les personnes qui sont concernées n'ont pas moyen d'avoir ces pauses-là. Ça prend tellement de place pour envoyer toute la vie, c'est pas possible. Alors que nous, si on veut s'extraire, si on veut arrêter un moment d'accompagner les personnes dans leur reste, si on se c'est une question qui n'est pas tout à fait dans la même logique que on n'est pas sans savoir qu'on a plein de champions qui l'ont vu. En gros, 1 milliard de personnes qui ont décidé de 5 ans vont devoir couper leur risque. Donc, il y a une réflexion sur quelles vont être ces migrations. Comment va-t-on les contrôler? C'est pas parce que la question de Christophe, on en parle aussi sur l'immigration, c'est quelles sont les raisons des migrants Déjà, un premier élément peut-être d'actualité, factuel actuellement, la plupart des migrations pour des raisons climatiques semblent être internes au pays pour le moment. Il y a très peu de migrations qui amènent à changer de pays pour le moment. Alors évidemment, la situation va bientôt changer, j'imagine. Je ne suis pas spécialiste des données, mais pour nous, c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'accueil. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre aussi. Actuellement, dans le monde, il y a beaucoup plus de mobilité, interne et externe. Donc, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent en France, mais comme dans tous les pays du monde. Et du coup, c'est pour ça que pour nous, c'est important que maintenant, on prenne de bonnes habitudes d'accueil, qu'on mette en place de bonnes pratiques d'accueil, pour que quand, si il y a de plus en plus de personnes qui arrivent, on sache le faire, qu'on sache le faire correctement et qu'on sache être inclusif dans notre pays. Surtout qu'on a les moyens de le faire. Il y a énormément d'argent qui est en ce moment donné pour la répression. Notamment, moi je connais surtout les garçons. Et on a vu l'autre fois des chiffres de Didier Cassin
qui disait qu'il y avait 60 millions d'euros par an qui est donné pour contrôler juste le point à Briançon. Ce qui fait beaucoup d'argent. Moi, si on me donnait 60 millions par an, je ferais pas un truc trop cool. Bon, on va pas demander. Mais en tout cas, voilà, si cet argent-là qui était fléché pour la répression, il est fléché plutôt pour de l'accueil, pour de l'insertion, et ben, peut-être, les conditions d'accueil n'auraient rien à voir. Pour moi, cette question-là, elle est vraiment apportée politiquement, quoi. Et c'est hyper important qu'il y ait des assos qui fassent du plaidoyer et qu'on puisse échanger avec nos dirigeants, parce que ce sera fondamental dans les années qui arrivent. D'autant plus, en fait, pour moi, les difficultés actuelles, c'est la précarité dans laquelle on met les personnes qui sont exilées et ce qui permet qu'elles ne peuvent pas s'intégrer, qu'elles ne sont pas, elles ne peuvent pas travailler. Effectivement, ça devient très visible. On voit des personnes qui sont à la rue, du coup, ça peut nous faire peur. Une certaine population a l'impression, mais des moyens pour que les personnes puissent travailler, puissent s'intégrer, puissent avoir une certaine qualité qui leur permet d'apprendre le français. Et ben, du coup, on vit bien mieux tous ensemble. Et en fait, on accueille pas tant que ça de gens pour la population totale de la France. Donc, je pense qu'on serait en capacité d'accueillir plus de personnes. Mais après, le réchauffement climatique, je ne suis pas spécialiste non plus là-dessus, mais effectivement, la majorité des villes, pour les pays limitrophes, et il y a très peu, je pense que les premiers déplacés, ça va être dans les pays là où le réchauffement climatique est le plus important, et puis il y a une minorité qui va faire ça en Europe, mais on ne va pas se faire submerger par la population du monde. Et quand on dit moyens, je vais préciser, quand on dit moyens, c'est moyens financiers évidemment, mais pas que. En fait, il y a aussi des moyens législatifs. On ne donne pas le droit aux personnes qui arrivent de travailler. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on leur dit tu vas attendre une réponse et pendant ces 4 ans, tu n'auras pas le droit de travailler. Tu auras peut-être le droit d'accéder à 2 heures de cours de français par semaine et encore s'ils prennent de la place. Et oui, en fait, on ne peut pas s'intégrer dans ces conditions-là, c'est naturel. En fait, ce n'est pas possible. For me, I think migration is really correct because before I was born, it has been there. People are moving from one place to another. My country, not only European, but there's a lot of African persons in my country, and there's no problem with them. And also, there's a lot of Europeans coming to Africa, and there's no problem. It is a little bit different for us when we come to Europe. To be honest, when I was in Gambia, I never know abstract things like sisters. Until when I come to Europe, I see that okay, there's different between us and the Europeans because they are feel free to go to Africa, visit anywhere they like. But for us, when we come to Europe, it's a little bit different for us. I always try to ask myself what is the problem, but just still I cannot get it myself. Alors, pour moi, migrer n'est pas un crime. Là où j'étais née, les gens bougent et il n'y a pas de problème avec ça. Dans mon pays, on recevait surtout des gens de l'Afrique et c'est plus vraiment. Et aussi, quand on recevait des gens de l'Europe, il n'y avait pas de problème, pas de difficultés particulières. J'ai connu la différence une fois que je suis arrivée en Europe, en fait. Et je viens de Gambie. Et c'est ici en Europe en Gambie, pour les personnes qui sont venues depuis l'Europe, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est bon, qui venons ici en Europe, on découvre ce qui est la différence. Et on n'a pas la même liberté qu'en les Européens en Afrique. Et on n'a pas la même capacité ni le même droit des mouvements que quand on est Européens. Et c'est une grande différence et je me demande encore mais pourquoi, quel est le problème en fait, qu'est-ce que ça fait que ce soit aussi difficile? Moi, je suis bénévole à la CIMAD. Juste vous raconter que je suis chez nous. Juste pour parler de mon collègue personnel,
Intervient, je dans la semaine en permanence, 2 journées par semaine, l'accueil, parce qu'on fait autre chose, on fait l'accueil, on parlera tout à l'heure, et pour ce qui est de l'accueil, ça veut dire que toutes les semaines, avec les copains bénévoles, on accueille, je ne sais pas, de 60-70 personnes par semaine. Donc les gens viennent rencontrer une faculté, entre guillemets, parce qu'on une certaine moyenne de préférence et donc, on accueille ces gens-là c'est un peu de l'heure ou d'une heure. Mais on peut bien c'est ça. Je ne sais pas si vous imaginez, entre 70 personnes qui viennent toutes les semaines, ils viennent à les accueils, on essaie de donner une réponse technique, entre guillemets, il y a tout l'aspect, c'est vous avez compris, l'aspect, je sais pas, il fait que ça impulse chez nous, d'une certaine manière, vraiment de faire un repas combiné, on va deux, ça permet de discuter, de revenir sur les situations, on discute avec les collectivos se réunissent, etc. On a des formations, bon, ça suppose quand même une grosse structure, on ne peut pas tout seul face à ça. Je veux dire que les situations, je vais en cours de ce qui a été dit, c'est-à-dire que, en tout cas à Strasbourg, on a énormément de gens d'Europe, ex-Europe de l'Est, italiens, etc. Surtout des Tchétchènes. Il y a plein de gens de Géorgie, il y a énormément. Je laisse être dans une situation là pour les par rapport à cette question que les gens on se rappelle gros parce que on a des gens pour nous aider à avoir un titre de séjour pour déjà passer par l'asile, etc. Le problème auquel on est confronté, c'est que souvent, les gens viennent avec des sont venus avec des passeports. Je vois, ils ont leur rapport parce que les passeports, et régulièrement, ce qui est rappelé, c'est très stéréotypé. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfois, il faut dire ça et ça et ça. Notamment les gamins. Une histoire, je me rappelle, il décidé, il fait que, quand il les écoute, il appelait, là, c'est des trucs qui sont dictés, c'est pas vrai. Mais c'est pareil pour l'homosexuel. Ce ne sont pas considérables. Alors, souvent, ils sont des pouvoirs des entreprises on demande faire confiance, des trucs comme ça. Donc alors, si nous voulons, on en parlera tout à l'heure, mais je dis bien que Stéphane le c'est simplement détendu des problèmes dans chaque situation particulière, pas situation générale, chaque situation spécifique. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait donné l'impression qu'on dise que la situation des Africains est pire que la situation des Européens. C'est pas, en tout cas, c'est pas ce qu'on a essayé de dire. Parce qu'en effet, c'est une migration à laquelle on est pas mal confronté à Grenoble, c'est une migration africaine, mais pas que. Et en effet, souvent, les situations sont les mêmes. Et juste pour rebondir sur ce problème des récits stéréotypés, c'est vrai, c'est souvent vrai, soit parce que c'est trop difficile de raconter sa vraie histoire, et dans ce cas-là, on doit raconter ce qu'on nous a dit de dire, soit parce qu'on pense que son histoire, elle n'est pas valable, parce que il y a la Convention de Genève correspond à 9 ou 11 critères, je ne sais plus, et si on ne rentre pas dans ces 9 ou 11 critères, et ben, on est un peu coincé, alors même qu'on peut être en danger quand même, parce qu'on ne répond pas à ces critères-là, on n'est pas en danger. Et enfin, il y a en effet une partie des personnes qui vont demander l'asile, qui en fait n'ont pas un vécu qui nécessiterait de demander l'asile, mais auparavant, il y avait des procédures de titre de séjour qui existaient, qui leur permettaient de venir en France de manière complètement légale. Et beaucoup de ces procédures se sont restreintes au fur et à mesure des années, de plus en plus, ce qui fait qu'on pousse les gens dans la demande d'asile
Alors même que, en fait, avant, il faut juste à une autre procédure qui était tout à fait classique. Et ça crée aussi un vrai problème. C'est-à-dire que maintenant, on dit la seule procédure, entre guillemets, c'est pas la seule, mais une des rares procédures qui fonctionne encore, c'est celle-là. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Je vous propose moi de terminer, puisqu'on a d'autres intervenants, et le temps de faire une petite pause, et puis je pense de saluer aussi le comité culturel.